faut toujours creuser en disant que l'Afrique, c'est le plus jeune continent et ce sont des jeunes qui sont éduqués et c'est des jeunes hyper connectés que les banques doivent trouver des idées innovantes au niveau digital afin d'attirer cette jeunesse pour que cette jeunesse accepte de venir déposer son enfant à la banque parce que cette jeunesse-là, ce sont des cadres, des personnes instruites. C'est pas la maman qui vend la loco qui n'a pas confiance à la banque, qui va approcher la banque. Vous pouvez lui faire toute la publicité que vous voulez. Vraiment, ça ne touche pas. Par contre, un jeune de 18 ans, ça le parle. Donc, il faut cibler. La communication active. En effet, là, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut cibler, en effet, une clientèle particulière. Voilà. Et sauf que là, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, même dans le contexte du digital, c'est de pouvoir répondre à des thématiques très adaptées. Telles qu'on voit des passerelles de paiement en ligne où la personne se munit, par exemple, pas forcément, et ça c'est venu aussi de cette digitalisation avec les transferts d'argent, comme on a pu le citer avec des transferts d'argent du mobile money, où les gens ont cette facilité de pouvoir acheter avec justement en ayant son téléphone à sa disposition, ce qui crée un peu cette particularité en fait du digital, c'est que la maman peut être, parce que en fait le problème que cela avait engendré au départ, c'est celui de la petite monnaie. C'est qu'on se retrouve très facilement en manque de petite monnaie et des fois on est obligé de laisser la monnaie chez le boutiquier. Et cette idée est venue de certains jeunes qui ont pu analyser cette frustration que peuvent rencontrer beaucoup de personnes dans leur quotidien, pour essayer d'y répondre. Et je pense que là, le contexte du ciblage est une très belle thématique qui a été mise en place parce que je pense qu'on peut adapter en fait cette digitalisation à toute forme, déjà tout type de client, et déjà toute échelle de la population. Et c'est pour ça que je voulais juste rebondir sur cette idée. C'est ça, je partage parfaitement parce qu'on ne peut pas. La population, c'est les vieux, c'est les jeunes, c'est toute cette composante, ces composantes qui font la population. Donc, il a évoqué quelque chose qui m'a fait sourire, les frustrations. On est obligé de laisser la monnaie parce qu'on ne peut pas avoir le compte bancaire payé. On ne demande pas en conclusion qu'en Afrique, on ait le modèle identique où on est obligé de passer dans un système qu'on connaît déjà. Non, on doit inventer notre système. Donc c'est en ça que quand on dit qu'on doit inventer la banque, c'est vraiment par rapport à notre culture, à nos propres valeurs. Un monsieur qui a 2000 francs, au moins peut avoir ça sur sa carte et puis se déplacer avec ça. Donc pourquoi nous voulons que ce soit à la banque? C'est parce que quand ça va à la banque, nous connaissons l'impact de la banque et l'économie, le lien étroit qu'il y a entre la banque et l'économie, parce qu'il y a des informations financières qui sont données. Et lorsqu'on est à la banque et qu'on a commencé, le banquier qui voit mon comportement sur 2-3 années, on finit par être éligible à de grandes choses. Nous, notre objectif, ce n'est pas de donner des clients à la banque, parce qu'il faut donner des clients à la banque. Mais il y a un enjeu qui est important, c'est la santé de l'économie. Effectivement, je comprends le souci qui est que ce sont les banques qui, effectivement, les banques ne peuvent pas financer l'informel. L'informel, c'est le jour. Ça passe ou ça casse, tant pis. Mais c'est effectivement, c'est la banque qui finance les grandes infrastructures, des projets structurants d'un pays. Ou aussi, s'il y a des surprises, par exemple, le cas de la BAD, la Banque africaine de développement, ça veut dire que le développement veut dire que financer les grandes infrastructures. Mais si la banque se retrouve lui-même aussi, il est en cours de liquidité, afin de pouvoir financer, il est obligé aussi de faire des crédits, soit à la Banque mondiale, ou de trouver d'autres partenaires qui vont rentrer. D'ailleurs, on sait que la majorité de nos banques, la Banque de France a toujours son mot dit, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le capital afin de pouvoir aussi financer des grands projets structurants. Les grands projets structurants qui sont quoi les enjeux en Afrique, par exemple, des autoroutes, des écoles, des hôpitaux. Ce sont des besoins émergents qu'on avait besoin de faire. Ce n'est pas l'informel qui va financer ça. C'est vrai. Voilà.
Bon, nous allons maintenant aborder l'assurance, qui est aussi un sujet qui tient Monsieur le Président Boris Papou à cœur, donc nous allons aller dans ce domaine-là pour parler de l'assurance. L'assurance est censée aussi soutenir l'économie et ses habitants en évitant le chaos, mais nous ne sentons pas vivre l'assurance en Afrique. Quel regard portez-vous sur l'assurance? Est-ce une nécessité? Est-ce un luxe? Monsieur le Président. Je vous remercie. Grosse question qui pourrait faire l'objet de conférences ou de séminaires, mais nous allons chercher à donner une réponse assez simple pour qu'on se comprenne, pardon. Vous avez dit, l'assurance, le mot est clair, c'est un mot qui a tellement été bien choisi pour définir cette activité commerciale. L'assurance. L'assurance ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. L'assurance veut dire, en cas de problème, on peut avoir une assistance. Voilà. Et donc, imaginez-vous, vu que nous marchons tout le temps avec des risques, imaginez-vous une économie où le ménage n'est pas assuré en quelque sorte, il y a moins d'assurance, moins de programmes d'assurance. C'est-à-dire qu'on marche sur le pied. En cas de désastre, c'est le chaos. En ce sens que l'assurance prend toute son importance dans une économie. Mais l'assurance est particulièrement encadrée par aussi un législateur. Le législateur. Donc, quand on parle d'assurance, bien sûr, l'État intervient dans l'assurance. Autrefois, quand on prend en France, pardon, pour ne pas me perdre dans les mots, il y a des assurances obligatoires. Alors qu'en Afrique, nous sommes à combien d'assurances obligatoires? C'est du ressort de l'État, pardon, du ressort de l'Assemblée nationale, des législateurs, de rendre des assurances obligatoires. Autrefois, quand on prend dans les contrées avec les cases, les gens qui ont des cases qui sont qu'on peut facilement reconstruire, on ne voit pas la nécessité d'avoir une assurance habitation. Parce que lorsqu'on est sinistré, on peut rapidement taper sur le marteau et puis reconstruire. Mais on se rend compte que les statistiques du monde montrent que les populations africaines deviennent de plus en plus urbaines. On se dirige vers l'avenir. On a tous des smartphones et tout et tout. Donc, une assurance, chacun assure ce qui lui est cher. Donc, l'assurance aura du succès quand l'assurance va se tourner sur ce qui a de la valeur pour la population africaine. Si une chose n'a pas de la valeur, je ne vais pas l'assurer. Je vois les assurances des animaux en France. Nous savons combien de fois le chien et le chat sont culturels dans le monde français. Mais est-ce que c'est la même culture en Côte d'Ivoire, en Afrique? C'est pas seulement de Côte d'Ivoire, de tout le continent. Est-ce que le chien et le chat ont la même valeur? Mais en Afrique, par contre, d'autres choses peuvent avoir de la valeur qu'on peut assurer. C'est en ce sens que l'assurance reprend sa forme. Voyez-vous, ça me fera mal de parler encore de ce même sujet, puisqu'on en a parlé avec l'informel et tout, mais les couturiers, ils peuvent avoir un problème avec le marching. Ils peuvent, par un problème, ne pas pouvoir assumer leurs engagements vis-à-vis d'un client. Voyez-vous, aujourd'hui, la vendeuse parce qu'il brûle le tergal, c'est pas le polyester, c'est pas... Merci. La vendeuse d'Aloco, même si c'est un hangar bien fait, qu'elle a et tout, mais cet hangar lui coûte cher, compte tenu de son activité. Imaginez-vous celui-ci part en feu. Imaginez-vous s'il y a un désastre. Imaginez-vous sa bouteille de gaz qui a un problème. Imaginez-vous toutes ces questions. Bien sûr que l'on dira que c'est à cause de l'informel, bon, ils ne s'attaquent pas à ces métiers. Mais tout ça est lié. Mais c'est là que l'assurance prend sa forme. L'assurance agricole aussi, ce n'est pas très bien pratiqué en Afrique. C'est vrai qu'il existe l'assurance agricole, mais qui est encore très peu connue. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui proposent cette assurance. Mais que devons-nous proposer en Afrique, alors que nous avons un peu très agricole? L'assurance devient importante lorsqu'on s'attaque, je ne dis pas qu'on s'attaque, mais on cherche à protéger les activités les plus prisées dans nos États. Et ces activités sont dans les formelles, par contre. Donc, l'assurance n'est pas un luxe. Mais aujourd'hui, l'assurance est un luxe en Afrique. C'est une réalité. Un luxe parce que on se dit que c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent avoir une assurance. Mais là encore, l'assurance ne doit pas rester classique.
Vous savez, en France, un étudiant, le coût de l'assurance pour un étudiant n'est pas pareil pour un salarié, une personne qui travaille, qui est en famille, qui a une famille et tout. Donc, si nous savons que certains jeunes, même si ce n'est pas tous les jeunes, ont chez eux, il faut penser des programmes pour les étudiants. Il faut commencer à développer l'offre d'assurance des smartphones qui tiennent à cœur aujourd'hui aux jeunes. Et par les smartphones, ils vont commencer à voir l'importance. Et un point que je voulais souligner, c'est on veut se prévenir des risques. On veut prévenir, on veut se prémunir, mais il est important de prévenir. Et l'assurance aussi, en quelque sorte, joue ce rôle. Et c'est sur ça que je veux attirer l'attention. Voyez-vous, en France, c'est vrai qu'on a l'assurance habitation, mais qu'est-ce qui est dit? Une obligation. Comme vous avez ajouté également aussi, je crois que lui aussi, il a son assurance, responsabilité. C'est ça, c'est ça. Une obligation, aujourd'hui, d'avoir dans les maisons des détecteurs de fumée. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire de l'assurance, c'est de la prévention. Parce que le plus important, ce n'est pas que le sinistre vienne, ce n'est pas un désengagement de l'État, ni un désengagement de l'assurance. Et en même temps aussi, détecteur de fumée aussi, ça permet aussi de sauver aussi des vies. C'est ça, et c'est le rôle de l'assurance, éviter le chaos. Donc, même si nous ne sommes pas arrivés au stade de pouvoir rendre plusieurs assurances obligatoires, mais ces petits mécanismes-là devaient devenir obligatoires et accessibles. Avoir, par exemple, des détecteurs de fumée dans les maisons, on devait l'imposer, on devait aider les gens à en avoir. Et on a vu qu'en Afrique, ce n'est pas plaisant de voir que assez d'incendies, surtout ces dernières années, et même dans les entreprises, des grandes entreprises, des inspecteurs, cela devait devenir une obligation, voyez-vous. Et donc, l'assurance en Afrique, c'est d'une grande importance. Nous avons déjà commencé à travailler dessus et on a eu comme socle certains mémoires, puisque vous savez qu'on vient du domaine bancaire et assurantiel. Nous pensons que c'est un domaine d'avenir, mais qui marche avec l'État. Ce que nous allons faire, c'est bien sûr réussir à faire des propositions à l'État sans voir la population comme une source de profit jetable, mais proposer des programmes pour qu'au moins, en cas de sinistre, toute la population se sent à l'abri, ou bien se sent à l'abri, même aussi des accidents de la vie, casser un pied, un accident, la voiture a renversé un enfant en rentrant de l'école, ça veut dire d'avoir aussi des assurances scolaires. Mais tout ça là aussi, ce sont des banques, ou bien aussi nos législateurs, la faiblesse intellectuelle, cognitive de nos législateurs afin de proposer des idées innovantes. Parce que je sais qu'il y a un code de l'assurance qui est ici en France rédigé par le législateur et avec les partenaires, les acteurs assurantiels. Je sais qu'il y en a en Côte d'Ivoire depuis notre dernière réunion. J'avais trouvé, mais quand même qui est créé par un Ivoirien avec moi. J'ai oublié le nom de cet assurantiel. Il propose des très bons produits que tu poses la main. Mais ces produits-là ne sont pas connus de tout le monde. C'est un petit peu réservé à une certaine élite. C'est ça que la question est que est-ce que l'assurance c'est un luxe? Afin que tout le monde puisse en bénéficier, comment faire? Comment faire passer l'information? Merci, parce que une chose que vous devez retenir aussi, l'assurance aussi n'est pas quelque part pour venir distribuer. Parce que lorsqu'elle prend des engagements, elle doit pouvoir l'assumer. On va parler de solvabilité. Dans ce sens, en France, on parlera de solvency. Donc, c'est des normes qui viennent pour vérifier, bien sûr, est-ce que l'assureur est capable d'avoir un minimum de fonds propres pour assumer ses engagements. Donc, la question de l'assurance, elle est délicate sur ce cas. On ne peut pas décider de baisser les standards, rendre une assurance très accessible parce qu'on veut vendre l'assurance. Non. Mais vous avez dit un point qui est important, certains produits ne sont pas connus. Là, ce problème, nous l'avons dit pour la banque, il est valable pour l'assurance, qu'il y a un moyen de communication sur tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que, au-delà même de l'assurance classique que nous connaissons en France d'ailleurs, je pense que le climat africain
devrait pouvoir penser une autre sorte d'assurance. Ça y va de nouveaux produits et ça y va aussi de ce que nous rendons obligatoire. Parce qu'on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, on ne va pas imposer à tout le monde, comme à certains jeunes, mais à certains ménages, il faut que certains programmes là aussi, d'assurance... le législateur doit légiférer avec une loi sur le code des assurances. C'est comme aussi le système parterre aussi, le système parterre est codifié par le législateur. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, mais l'assurance aussi, c'est pareil, aussi proposer des produits. Par exemple, l'assurance scolaire. Pour un enfant qui va à l'école, par exemple, il a un moto, je ne sais pas, ou un trottinette, un taxi, il vient. Bon, à propos des taxis, la majorité des taxis en Afrique ne sont pas assurés aussi. Bon, je ne dirais pas ça, par contre, parce que je pense que il y a une obligation d'avoir une assurance. Si ces taxis ne sont pas assurés, là, c'est un délit maintenant. Mais au niveau du législateur, vous avez souligné, c'est vrai que le législateur, et c'est en fait ça qui caractérise aussi africainement. Nous acceptons que tout le monde peut ne pas avoir l'idée. Cela ne veut pas dire qu'il y a une carence intellectuelle, mais l'idée peut venir de tout le monde, vous voyez. Et c'est avec ça, c'est ce que nous voulons prôner avec africainement. Ça veut dire que si ce n'est pas pensé, il faut que nous ne déclinons pas la responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on dise que ça ne nous appartient pas aussi de penser. Donc si nous trouvons nécessaire de pouvoir rédiger des documents bien synthétiques et proposer aux législateurs pour dire que tiens, nous voulons attirer votre attention sur une telle question parce que cela devrait pouvoir aider l'économie, aider la population, nous devons le faire. Et donc, derrière ce qui se cache aujourd'hui, il y a un point fort. Le point argumentaire, c'est l'intérêt général sur les vies et puis aussi économiquement, chacun faudra son compte. C'est ça. Voilà. Mais le problème qui se passe en Afrique, le législateur africain, il a d'autres sujets de préoccupation, soit la conservation de son poste pour se servir, non pas servir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la société civile, comme vous, qui doit apporter une émergence, des idées nouvelles, des idées solides et travailler avec les grands groupes assurantiels, parce que les grands groupes assurantiels que je ne suis pas assurantiels, ils connaissent. Ils ont travaillé ici sur AXA, sur tant d'autres, mais ils sont partis pas le transposer, travailler pour que ça puisse être adaptable sur place, mais après il faut innover, proposer l'offre de services, tout ça. Mais le sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on est toujours dans l'éducation, c'est de proposer l'assurance scolaire à partir du CP ou même jusqu'à l'université. Et tout ça, africanement, pour proposer des idées comme ça, de créer des partenariats par rapport à ça, comme toi qui es dans les finances, c'est créer aussi des emplois. C'est ça, c'est ça. Nous y croyons, comme nous l'avons dit, nous y croyons. L'un des premiers points d'africanement, c'est d'abord de réunir et de réfléchir. Aujourd'hui, on a sur le plateau Boris Kwaku, certes, mais en France, il y a, comme aussi en Afrique et partout, ces jeunes assureurs qui ont de belles idées. Mais nous voyons que l'un des points phares, c'est comment remonter ces idées. Et c'est l'une des questions qui nous a mené à penser africainement, parce que sans m'éloigner du sujet, même il y a eu plusieurs crises, la crise de Covid-19, où certains jeunes avaient de très bonnes idées, de très bonnes solutions pour lutter, mais on ne savait pas comment remonter. Je pense qu'ensemble on est plus fort et nous n'allons pas attendre, nous n'allons pas regarder les problèmes politiques qui existent en Afrique, nous n'allons pas rentrer dans des considérations inutiles, mais le concret, nous pouvons le semer si nous avons la volonté. En se mettant ensemble, nous serons plus forts. Et ces questions qu'on donne, je les note depuis. C'est bien de pouvoir créer avec notre partenaire Radio Tam Tam, pouvoir aussi, lors de certaines conférences, réussir à faire de grandes couvertures pour que ces informations, tout ce qui va sortir de ces grandes réflexions, ou avec des spécialistes, des étudiants dans le domaine et tout, nous pourrons rentrer dans les profondeurs de ces sujets-là pour que ce soit entendu de tout le monde et que nous puissions alerter. Parce que sans être un peu
méchant pour le coup, mais peut-être que les gens ne savent pas. Ce n'est pas un bluff. Souvent, c'est un manque de connaissance sur la question. On n'est pas assureur avant d'être législateur. On vient de la société civile, on est professeur, on est ingénieur, on vient de divers domaines. Donc, réussir ou bien se dire que c'est un impératif pour ces gens de savoir tout ça, la société a d'autres questions. Il y a plein de questions. Et en tant que population, nous sommes souvent exigeants, c'est normal. Mais en tant que population, à l'ère actuelle, pour que l'Afrique émerge, c'est que nous devons nous mettre aussi à la part pour aider. Et c'est ça qui fait africainement. Voilà, on va passer à un autre sujet qui tient aussi à cœur africanement, l'éducation qui est un socle du développement des pays africains. Nous savons que l'éducation est indispensable pour un développement harmonieux et durable. Alors que pouvez-vous dire au regard du système éducatif africain? Alors, désolé, je n'ai pas très bien entendu. C'est-à-dire que nous sommes sur l'éducation maintenant. Oui. On marque une transition. Nous avons beaucoup parlé de la bancarisation, de l'assurantiel. Maintenant, nous abordons le sujet qui intéresse au plus haut, qui est le cœur même d'Africanement, c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation. C'est ça que je souhaite savoir. Que nous tous ici à table, nous savons que l'éducation est indispensable pour le développement harmonieux de tout un pays, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle que je souhaite avoir votre point de vue au niveau du développement durable, ce que votre regard, le regard que vous portez sur l'éducation. Je sais que l'éducation, c'est le cœur, même le cœur de votre activité d'africanement, parce que vous souhaitez un peuple instruit, harmonieux et